Bonjour à toutes et à tous, en ce lundi 4 mai 2020, en direct avec vous et en direct avec Anthony Quindroy. Bonjour Sylvain, bonjour Thomas. Bonjour Anthony, et en direct avec bonjour, Thomas messieurs. Dubois. Bonjour Sylvain, bonjour Direct Anthony. aussi avec toute l'équipe qui prépare, réalise et produit ce rendez-vous quotidien. Encore 4 jours. Jusqu'à jeudi, puisque vendredi, samedi et dimanche, nous ne serons pas là. Nous serons à nouveau présents le lundi d'après. Et puis déjà, on nous demande que deviendra l'émission après le 11 mai. Mais écoutez, je pense qu'elle peut. Doit-elle continuer? Je ne sais pas. En tout cas, elle pourrait continuer, effectivement. Ça dépendra Nous de vous. sommes avec les premiers connectés. Gilles, Brigitte, Franck, Marie-Claude, Nana, Fifine, Philippe, Nathalie, Aïcha, Pierrette, Mathieu et Christelle. Bienvenue à vous. Et puis, le programme commence maintenant. Nous allons parler, toujours un peu éclectique ici, on enchaîne les séquences, les sujets, les thèmes de manière très variée. On tourne autour de cette actu Covid-19, mais en ne restant pas uniquement médical. On va l'être médical aujourd'hui avec le docteur Burel qui sera avec nous à 12h30. Mais on va parler d'espace grâce à un contact d'Anthony. On va parler cuisine, on va parler également international. Nous irons au Liban à nouveau. Nous maintenons les contacts internationaux en direct, c'est intéressant. Et puis on va reparler de l'Armada, messieurs, aussi. Ah bon. On recevra tout à l'heure Patrick Air, le passe président, puisque la présidence a changé. Eh bien, Patrick Air va nous dire un peu le chaud qu'il ressent en imaginant que l'Armada 2019 aurait pu se passer en 2020 et que là, ça aurait pu être terrible. Alors, messieurs, traditionnellement, la une de Paris-Normandie, là, vous nous rassurez aujourd'hui, l'impôt n'est pas la réponse à la crise. J'ai envie de vous dire tant mieux. Bah, si tant est que ça rassure les gens en ce moment, mais oui, au moins il n'y aura pas de répercussions a priori à ce niveau-là. Interview de Gérald Darmanin qui est effectuée par Stéphane Ciré, rédacteur en chef en charge de la politique à Paris-Normandie. Donc 2 pages d'interview, évidemment sur le sujet principalement des indemnisations, des aides aux bars, restaurants, discothèques, tout ce secteur aujourd'hui très très touché, et à ce niveau-là, écoutez, Gérald Darmanin, il se veut là aussi rassurant en promettant que tout le nécessaire sera fait évidemment pour éviter une catastrophe économique dans ce secteur-là. Voilà, il évoque aussi la taxe d'habitation, la réforme de la taxe d'habitation qui est en cours, en expliquant que non, elle ne sera pas reportée. Donc, dans l'absolu, la feuille d'imposition ne devrait pas changer l'année prochaine. Mais bon, c'est, comme disait Thomas, a priori. Et c'est l'occasion d'apprendre que Gérald Darmanin, de temps en temps, mange en terrasse au Tréport. Voilà. Eh bien, écoutez, nous n'irons pas au Tréport dans cette émission, mais nous irons à Étretat. On est allé rencontrer samedi après-midi Madame le maire d'Étretat. Il y avait une météo absolument extraordinaire. On verra ce qu'elle ressent là à J-7 avant le déconfinement. On est avec Marc Braun, le journaliste économique de PNTV, mais bien sûr de Paris-Normandie aussi. Bonjour Marc. Bonjour. Vous toussez, Marc, ça va? Mais Marc, vous êtes au téléphone? Ah ben, vous n'êtes qu'au téléphone aujourd'hui. Oui, mais je ne suis pas... Je sais ce qui va se passer après le 11 mai. Un confrère qui s'appelle Thomas Dubois aura prêté tondeuse et rasoir à Anthony Quindroy. Bon, voilà. Alors, on a déjà deux remarques ou questions de celles et ceux qui nous suivent. Françoise, je vous suggère de rester avec nous jusqu'à 12h30 avec le docteur Burel pour répondre à votre question. Vous nous demandez combien d'entrées Covid à l'hôpital en Normandie. On va voir ça avec le docteur Burel. Et puis, quelqu'un qui nous dit, je suis à Maubeuge, mon ami est à Cergy-Pontoise ou l'inverse, je ne me souviens plus, mais enfin, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que je pourrais aller le voir après le 11, c'est-à-dire à partir du 12? Il y a plus de 100 km. Donc voilà, ça risque d'être compliqué, sauf motif impérieux. Voilà. Oui. Alors par exemple, rappelons-le, les motifs impérieux, ça peut être ça peut être pour aller prendre soin d'une personne de sa famille. Pour motifs de santé. Voilà, les motifs de santé. Un proche très malade, ou peut-être un décès, ou je pense qu'on peut imaginer plein de choses. Alors Marc Braun, comme d'habitude, oui. Vous nous parlez là en quelques minutes, c'est votre chronique éco, vous nous parlez de ces entreprises sur notre territoire normand, autour de nous, celles qui vitalisent notre territoire. Vous avez des news en général qui sont positives? Oui, mais là je me suis plutôt mis en scène, on va dire, puisque dès ce matin à 8h30, je me suis mis en quête de trouver des masques. La chasse aux masques. C'est à partir d'aujourd'hui, 4 mai, qu'on est censé pouvoir en trouver. Et alors, est-ce que vous en avez trouvé, Marc ? Oui, j'en ai trouvé, mais je me suis d'abord cassé le nez sur une enseigne Leclerc à Saint-Pierre-les-Elbeuf qui n'en avait pas encore reçu, et où à la caisse centrale on m'a dit il y en aura
mais à condition d'avoir la carte Leclerc. Et si vous n'en avez pas, il fallait la prendre. Enfin, bon, chacun sa façon de procéder. Carrefour à Tourville-la-Rivière, j'ai pu trouver des masques après une file d'attente d'une demi-heure, 250 mètres de queue à vue de nez. Et là, possibilité d'en acheter 2 paquets de 5, ce qui mettait le masque à 58 centimes. Donc c'était la promesse de Carrefour, moins de 60 centimes. Donc là, c'est en caisse. C'est bien annoncé. D'autres enseignes pratiquent différemment en fonction des cartes de fidélité, en précommande. On pouvait par exemple en toucher cette semaine, mais pas dès aujourd'hui, à 30 € le paquet de 50 à l'Intermarché de Lillebonne. Voilà, donc j'ai essayé de faire le tour aussi des pharmacies et des buralistes de ma zone de vie et l'agglomération d'Elbeuf. Et là, pour le coup, ils ne sont pas encore dotés. Ça devrait arriver la semaine. Mais il ne faut pas que les gens s'attendent à tout trouver aujourd'hui. Oui, Marc, il y a donc 2 façons de voir les choses chez ces 2 grands de la distribution que sont Carrefour et Leclerc, puisque vous nous le rappelez. Apparemment, chez Leclerc, il faut avoir la carte, alors que dans les médias nationaux, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, disait que lui, ça n'était pas conditionné par la détention de la carte. Oui, c'est ce qu'il disait, mais en même temps, c'est plus compliqué que ça, puisqu'on pouvait précommander également. Et d'une enseigne Leclerc à l'autre, puisque chaque enseigne et chaque magasin est indépendant, il y a un PDG, c'est pas du tout la même façon de procéder, la même direction de management que Carrefour, puisque chaque Carrefour a son propre directeur et non pas son propre PDG. Donc je pense qu'à chaque fois, les enseignes ont une certaine latitude en fonction des commandes qu'ils vont recevoir. Évidemment, Carrefour et Leclerc vont pratiquer à peu près les mêmes prix, sous les 60 centimes. Après, vous pouvez avoir le Carrefour de Gruchet-le-Valas, près du Havre, qui n'autorise que la vente d'un paquet de 4 ou 5, et pas de 2. Et Marc, vous disiez que vous aviez fait la queue ce matin, vous avez constaté qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était un peu la ruée déjà, ou pas ? Pas la ruée. Chez Leclerc, les gens donc repartaient en bredouille, forcément. Oui. Beaucoup de questions parce qu'il n'y avait pas de signalétique disant que ça n'était pas arrivé. Chez Carrefour, les gens ont pris le risque de faire... mais j'ai vu des gens faire leurs courses de façon traditionnelle, mais aussi des gens ressortir uniquement avec leur paquet de masques. C'était leur cible. Leur cible du jour. Concrètement, voilà. Marc, vous avez évoqué le prix à l'unité. Est-ce qu'on sait combien coûtaient les masques avant la crise ? Les masques avant la crise, on pouvait en toucher à 10 centimes, à 20 centimes, donc ça a quand même grimpé. Là, Carrefour, en l'occurrence, où j'ai pu m'en procurer, affirme toujours que c'est à prix coûtant. Après, dites-moi, Marc Braun. Des process, je ne sais pas. Marc, on a Ruth qui nous suit, qui nous demande si un jour les masques seront remboursés. J'en sais rien. Je ne sais pas si la sécurité sociale va les préconiser. Pour l'instant, rien ne se profile en ce sens. Rien ne se profile. Ce que je sais il y a des demandes politiques des masques en tissu qui sont en préparation, qui seront forcément un peu plus chers. On m'en a annoncé chez 2 buralistes de la région d'Elbeuf à 5 € pièce, mais lavable 10 fois. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mais c'est un autre usage. Également à disposition courant de la semaine. Donc il ne faut pas forcément se précipiter aujourd'hui, où il y a d'ailleurs une nécessaire attente. Alors une question de Nathalie, Marc, vous pouvez intervenir également. À vous 3, Anthony, Thomas et puis Marc. Nathalie nous demande, est-ce que c'est sûr qu'on sera déconfiné le 11 ? On peut légitimement, d'après ce qu'on entend, émettre quelques doutes. Il y avait la date du 7 d'abord, il y avait l'étape du 7. Voilà. Édouard Philippe l'avait dit. Il faut qu'elle reste d'abord attentive à ce qui va se dire, à ce qui va se passer le 7 mai, qui déterminera peut-être un retour en arrière sur cette date. En sachant qu'il y aura effectivement, donc, comme disait Thomas, le 7 de nouvelles annonces, et puis surtout le travail de déconfinement va être affiné à ce moment-là. Peut-être que certains départements changeront de couleur, peut-être que il faut rester vigilant jusque-là. Alors vous savez, Céline nous fait remarquer, elle doit avoir de la famille qui habite au-delà de 100 km, et elle nous dit, on va retrouver nos collègues et notre patron avant notre famille. Oui, si la famille habite à plus de 100 km, effectivement, elle a raison. Tout à fait. que dire d'autre ? Oui, tout à fait. Autre chose, Marc. Un vrai constat. Marc, ça y est, vous aviez terminé, Marc ? On avait perdu Marc. Oui, non, juste un mot, je termine avec mes histoires d'hommes masqués du jour. Ce que je constate, encore une fois,
c'est que j'ai fait 3 pharmacies ce matin, Ouais. Aucune n'en avait, alors qu'on pouvait de fait en trouver dans certains grands magasins, de grandes enseignes. Donc je pense que ça va en remettre une couche sur la polémique qui est née en fin de semaine dernière par rapport à la mise à disposition des masques dans les officines et les milieux de santé par rapport aux grandes surfaces. Ouais. Et puis Dans les fêtes. Voilà. on peut rappeler aussi, Marc, que normalement, comme la métropole de Rouen, Normandie, des masques seront distribués également gratuitement au grand public. Là, je ne sais pas. D'accord, bon, c'était ce qui avait été dit dans un article récemment. Et voilà, et Brigitte, en tout cas, qui a du sens pratique, nous dit qu'elle a fait des masques avec des chaussettes. Et j'espère qu'elle les a lavés avant. Oui, effectivement, Anthony remarquait qu'effectivement, il va y avoir des distributions de masques gratuits là, dans certaines communes. Oui. Ça va être suivi cette semaine, c'est pour ça. On ne veut pas spoiler les sujets de Thomas Dubois, mais il y a des choses qui vont se faire. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup Marc Braun, journaliste économique fois, de Paris-Normandie. Marc, hein. Et la prochaine fois, Marc, c'est de l'image, hein, c'est pas du son. Hein. On veut vous voir. Ça va. À bientôt. Ah oui, mais à bientôt. Il ne commande pas, Je Marc. crois que la liaison n'était pas bonne. Dans le domaine de l'économie, mais l'économie qui nous transporte sur la côte, ça nous fait du bien. On va parler des huîtres, là. Quelques minutes d'image. On est allé voir des ostréicoles, c'est Valérie et Loïc dans l'eau. Ils ont 1,5 hectare de culture d'huîtres à Blainville-sur-Mer, sur la côte ouest du Cotentin. Qu'en est-il pour eux? Regardez, quelques minutes et on se retrouve juste après. Actuellement, là, au mois d'avril, le travail est de ce qu'on appelle le dédoublage, c'est-à-dire les huîtres de l'année dernière qui ont grossi, on détasse les poches, c'est-à-dire on les met dans des poches, comme elles ont grossi, on les met dans des poches plus grandes pour qu'elles aient plus d'espace et pour continuer le cycle. Ici, le cycle dure entre 4 et 5 ans. Alors aujourd'hui, on descend sur les parcs pour dédoubler, charger des poches qui sont un peu serrées et qu'on va diviser en plusieurs poches. Nous, sur la nôtre, on a choisi de mettre 150 unités par poche. Ce qui fait que les huîtres ont plus de liberté dans la poche, elles ont plus de place. La filtration d'eau de mer dans la poche se fait beaucoup mieux. Sachant que l'huître, plus elle filtre, plus elle a à manger, plus elle grossit, nous on a trouvé un intérêt à ne pas charger nos poches. Et on trouve que ça pousse beaucoup mieux. Notre exploitation est très récente puisqu'elle est de 2013. À savoir qu'ici, pour devenir ostréiculteur, il n'y a qu'une solution, c'est être fils d'ostréiculteur. C'est très, très, très compliqué. Nous, on a eu une opportunité incroyable en 2013. Et par passion des huîtres, depuis tout petit, j'ai saisi l'opportunité. Et, maintenant, à 48 ans, j'exerce une passion. Ce n'est pas un métier, c'est une passion. Moi, les huîtres, c'est toute ma vie. À tel point que j'ai transmis le virus à ma femme qui a quitté l'enseignement pour venir m'aider parce que tout seul, j'y arrivais pas. On a une toute petite exploitation et on travaille que tous les deux. Alors j'ai parlé de virus, 2020, c'est vraiment l'année des virus puisque après 2019 qui s'est très bien passé, on a attaqué le début de l'année avec le virus de la gastro-entérite. En quantité importante, qui s'est retrouvé dans les stations de purification, mais malheureusement aussi à la mer. Ce qui fait que nos huîtres ont été interdites de commercialisation par arrêté préfectoral. Et donc on a commencé l'année avec ce virus-là. Pas de vente. Ça commence à revenir, et puis là on a eu les quarantaines du coronavirus. Alors là, c'est la double peine. Nous, on est environ à moins 70% de vente. Alors si vous regardez derrière moi,
ça c'est des huîtres qui ne devraient pas être là. C'est des huîtres qui auraient dû être vendues. Donc c'est de la place qui est occupée et qu'on ne peut pas utiliser pour les petites. Donc, soit il y a un sursaut de la consommation, et là, on va essayer de sauver les meubles. Je me plains pas, hein, mais moi, je vois l'après-coronavirus. Soit, on ne les vend pas, elles vont grossir, et on n'aura pas de place pour mettre les naissins de cette année. Et ça va être très, très, très compliqué. Donc, on se pose des questions. Donc, nous, sur l'exploitation, on essaie d'anticiper, c'est pas simple. Alors, on fait des choses. On se retrousse les manches et puis on trouve de nouvelles idées. Ce matin, on a fait un drive sur Granville, là où on ne peut pas aller au marché. On a un client qui nous a accueillis sur son parking pour nous laisser faire un drive. On a pas mal communiqué, donc ça a super bien fonctionné, on est très contents. On se lance dans des nouveaux produits puisqu'on a créé avec un traiteur qui est sur Gouville des rillettes avec nos huîtres. Donc on va essayer de trouver de nouveaux produits, de nouveaux créneaux. Et vu la taille de notre entreprise et vu la façon dont on fonctionne en direct, je pense que voilà, pour l'avenir, ça va être compliqué, mais ça ne va pas être que du négatif. Toutes les huîtres sont bonnes, mais les nôtres ont une particularité. Celle de la côte ouest du Cotentin, celle de Blainville-sur-Mer, et puis celle de Loïc et Valérie dans l'eau. Ça fait du bien d'être au Grand Air. Merci Sylvain pour ces images. Je rappelle juste que le reportage est à retrouver également dans l'édition papier de Paris-Normandie. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui, tout à fait. Et pour les internautes qui nous regardent, on a appris pendant le reportage que Sylvain un jour avait mangé 9 douzaines d'huîtres d'un coup. Voilà, je voulais juste saluer l'exploit. Bravo. Il s'en dit des choses pendant les reportages. Et vous savez le comble, en allant faire ce reportage à Blainville-sur-Mer, je n'ai pas mangé une seule huître. C'est ça le comble de l'affaire, puisque les huîtres, moi, ça me rend dingue. Alors, on va changer de genre. On va quitter la surface du sol pour monter très haut dans le ciel, Anthony. Oui, mais il est quand même avec nous sur notre belle vieille terre. Bonjour Romain Charles. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous sur le plateau de Lignes Ouvertes. Alors Romain Charles, déjà, je vais vous laisser vous présenter tout simplement. Ça va être plus simple. Bonjour, je m'appelle Romain Charles, je suis ingénieur support des astronautes à Cologne, en Allemagne. Je travaille au centre d'entraînement des astronautes et il y a à peu près 10 ans, j'ai été sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour simuler un voyage aller-retour vers la planète Mars. Donc en d'autres termes, j'ai passé 520 jours confinés avec 5 autres gars. Et le but était de répondre à une grande question. Est-ce que l'homme est capable de supporter le confinement d'un voyage vers Mars? Et en d'autres termes, est-ce qu'on est capable de vivre ensemble sans s'entretuer, toujours en travaillant efficacement pendant 1 an et demi? Et la réponse est oui. Et oui, vous n'êtes pas le seul survivant de ces 520 jours. Hein. On le précise quand même, vos collègues vont bien aujourd'hui. Comment vous voyez les choses aujourd'hui avec ce confinement? Quels conseils vous pourriez donner aux personnes? Alors on arrive normalement au bout du tunnel, mais quels conseils on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent pour bien vivre pendant un confinement? Ce confinement déjà, ça m'a rappelé pas mal de choses par rapport à Mars 500. J'ai assez rapidement repris quelques-unes des habitudes que j'avais dans Mars 500 qui m'avaient aidé à l'époque et qui m'aident encore aujourd'hui. Les choses les plus importantes, je pense, c'est d'avoir une routine, d'avoir des choses que l'on prépare chaque jour, de garder un rythme à peu près régulier pour justement, à la fin de chaque journée, se dire, bon voilà, j'ai réussi à faire ça, bon demain, je vais réussir enfin voilà, pour avoir une idée du travail accompli. Je pense qu'il est important aussi de se rappeler pourquoi on fait ça. Souvent, quand c'est un peu plus difficile, en tout cas pour Mars 500, c'est ce qui m'était arrivé, il est important de revenir à la motivation première. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Aujourd'hui, notre motivation, c'est vraiment de protéger ses proches, sa famille, ses voisins, pour limiter la propagation du virus. Donc, quand ça devient dur, il est important de se rappeler de la raison pour laquelle on fait ça. Et comment vous la vivez? Vu qu'on approche de la fin du confinement. Pardon, je voulais vous demander comment vous la vivez, vous, du coup, cette période actuellement. J'ai l'impression d'être très chanceux.
Parce que pour Mars 500, j'étais confiné avec 5 autres gars. Vu qu'on simulait les délais de communication, on n'avait pas Internet. On était enfermé dans un module hermétiquement clos, donc sans fenêtre. Et aujourd'hui, je suis confiné, mais avec ma femme, j'ai accès à Internet. Je peux regarder le soleil à l'extérieur. Donc voilà, beaucoup de choses me font vivre ce confinement de façon privilégié par rapport à Mars 500 et par rapport à beaucoup de gens qui n'ont pas choisi ce confinement et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir toutes les conditions que j'ai actuellement. Romain, on vous questionne parmi celles et ceux qui nous regardent et on vous demande, avez-vous eu des hauts et des bas? Et si oui, pour les bas, comment avez-vous géré? Oui, bien sûr, sur 1 an et demi, on a tous eu des hauts et des bas. La chance qu'on a eue, c'est que ce n'était pas tous au même moment. Une des choses qui m'a marqué, un des bas que j'ai eu, c'était à peu près 1 an après être rentré dans les modules de Mars 500. 1 an donc après être rentré, j'ai reçu beaucoup de messages au travers du centre de contrôle qui me disaient bravo, c'est super, continue comme ça. Et des journalistes m'envoyaient des questions en disant racontez-nous un peu ce qui s'est passé pendant ces 1 an et comment est-ce que vous voyez les 155 jours qui vous restent à tenir. Et regardez tout ce qui s'est passé pendant 1 an, c'est aussi regarder tout ce qu'on a loupé à l'extérieur. Et 155 jours, c'est quand même 5 mois, c'est pas une période anodine. Et du coup, d'une certaine façon, j'étais obligé de regarder la totalité du confinement. Alors que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. On vivait vraiment dans le présent, au jour le jour, avec notre petite routine. On ne s'interrogeait pas sur la totalité du confinement. Et d'être obligé de regarder cette période de confinement dans son entièreté, dans son intégralité, ça m'a rendu un peu plus grognon, un peu moins patient. Et ce qui m'a aidé à passer le cap, c'est déjà de me recentrer sur le présent et aussi de casser un peu la monotonie de cette routine. On a eu quelques jours après, j'ai eu mon anniversaire quelques jours plus tard qui m'a permis de regagner un peu d'énergie, de me reconcentrer sur autre chose et de passer le cap. Donc, je ne dis pas que c'est évident. Je peux dire ce qui a fonctionné pour moi, mais c'est vrai que chacun doit essayer de trouver des petites méthodes qui permettent de tenir. Excusez-moi, je vais changer un peu de sujet, mais le hasard fait que je suis obligé de vous poser la question parce que mon fils m'a encore demandé ce matin si on allait bientôt pouvoir aller sur Mars. Là, je vous ai sous la main, j'en profite. Mars, oui, je pense qu'on va bientôt y aller. Vous voulez une date très précise. Ça dépend de... Voilà. Je dirais, moi j'aime bien garder la date de 2035 comme horizon. Il y a des compagnies privées qui veulent y aller plus tôt. Il y a nos agences qui disent que ce sera peut-être un peu après. On essaie de trouver un juste milieu. 2035 me paraît pas trop mal, donc j'ai envie de dire oui. C'est une bonne nouvelle. Ok, merci. Et vous iriez en 2035? Vous aurez quel âge en 2035? En 2035, on est en 2020 plus 15 ans. Ça me fera 55 ans. Si on me propose, oui. Comment vous aviez été sélectionné pour participer à cette aventure, à ce test? Quels étaient les critères? Pour Mars 500, en fait, la sélection a commencé un peu comme une sélection d'astronautes. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel à candidats sur Internet fait par l'Agence spatiale européenne. Et ensuite, il y a eu différentes étapes. Un entretien téléphonique, un entretien psychologique, un contrôle médical qui, lui, a été fait à Moscou, puisque la mission Mars 500, cette expérience se déroulait à Moscou. Donc, un contrôle médical. Et là où la sélection a été très différente, c'est qu'on a commencé nos 3 mois de formation juste avant la mission. On était encore 11 candidats. Et c'est seulement 1 mois avant de rentrer dans nos modules que, parmi ces 11 candidats, les responsables ont extrait l'équipage final de 6 personnes. Donc voilà un petit peu comment s'est faite cette sélection, sachant que c'était du côté européen. Du côté russe et du côté chinois, cette sélection a été faite différemment. Romain, vous ne savez pas parce que c'est la première fois que vous intervenez dans notre programme, mais on aime bien manier des petits traits d'humour par moment, puis on le fait en connivence avec celles et ceux qui nous suivent. Et j'en ai retenu une depuis tout à l'heure. Là, ça vous était destiné, Anthony. Les cheveux, la barbe. Les internautes pensent que vous passez un message avec votre apparence physique, et le message que vous passez, c'est le confinement, c'est la barbe. Bravo. Et nos internautes ont du talent. Et on nous dit aussi, puisque Romain nous dit 2035 peut-être pour Mars, et on nous dit
j'espère que Anthony sera rasé avant 2035. Ah ben, Sinon, il ressemblera au père Fouras. Ah ben, ça voudrait dire, si je suis pas rasé, ça voudrait dire qu'on n'a pas été déconfiné. Donc j'espère Voilà. pour tout le monde. En tout cas, Romain, moi j'imagine que psychologiquement pour l'être humain, arriver sur Mars, regarder dans le noir du ciel et voir un tout petit point brillant qui est exactement le même que les autres et se dire celui-là c'est la Terre, mais il n'a pas de différence avec les autres, ça doit être, pardonnez l'expression, un peu flippant quand même. Oui, je pense qu'il y a encore plus flippant. C'est que lorsque les premiers humains iront vers la planète Mars, au départ, ils auront une belle vue sur la planète bleue, sur la Terre. Ouais. À l'arrivée, ils auront une belle vue sur la planète rouge, sur Mars. Mais entre les deux, il n'y aura rien. Ce sera le noir complet. Et ce sera la première fois que des êtres humains perdront de vue la Terre. Et ça implique beaucoup de choses et on ne sait pas trop comment l'humain, de façon générale, va réagir à ça. Mais c'est vrai que le premier voyage vers Mars sera extrêmement difficile, risqué, mais on s'y prépare, on essaye de mitiger, de limiter tous ces risques. Et on passe à la dernière question d'Anthony Cadroy. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même, ce voyage, ces 520 jours? Je pense qu'on parlait tout à l'heure d'un voyage, si on me demandait d'aller vers Mars, une des choses que j'ai appris sur moi-même et qui m'a surpris, c'est le voyage aller simple. Il y a différentes personnes, des associations, mais même d'autres astronautes qui parlent d'aller vers Mars et d'y aller pour un voyage, un aller simple, ne pas revenir, ne pas prévoir de retour. Et il y a avant Mars 500, j'aurais sans doute considéré assez sérieusement de participer à une telle sélection pour un voyage aller simple vers Mars. Après Mars 500, je sais clairement que pour moi, il faut un retour. Il faut ce retour pour avoir une petite lumière au bout du tunnel pour se dire, voilà, quel que soit l'obstacle, on va trouver une solution, on va passer au travers parce qu'on a quelque chose vers quoi revenir. Et pour moi, c'est extrêmement important. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à Mars 500, qui m'a surpris aussi. Romain Charles, c'est très frustrant. Je vois le regard de Thomas qui me supplie de poser encore une question. Allez, juste un petit clin d'œil. Si vous avez Thomas Pesquet bientôt, si vous pouvez lui dire qu'on l'attend, notre Normand national, qu'on l'attend ici sur le plateau de Lignes Ouvertes. Voilà. Ça allait être le mot de la fin aussi pour moi. Merci Thomas. Allez, Merci, en 20 secondes, Romain Charles, en 20 secondes, comment ça se passe le déconfinement vu par vous en Allemagne? Le confinement. Le confinement et la perspective du déconfinement. L'Allemagne commence déjà le déconfinement et ça se passe plutôt bien. On peut se balader à l'extérieur, donc on en profite. C'était quoi la première chose? Je reprends la main tout de suite parce que sinon Sylvain Richon va me disputer. Mais c'était quoi la première chose que vous aviez faite en sortant des 520 jours? La chose qui vous a... Manger des produits frais. Bon, voilà. Merci beaucoup. Voilà, Merci en beaucoup. tout cas, Merci. vous savez, Romain, Aïcha qui nous regarde, elle dit votre témoignage permet de rester humble et de prendre du recul face à la crise. Merci beaucoup de ce passionnant témoignage. On aurait bien fait 1h30 avec vous, mais là, maintenant, il faut que nos invités suivants puissent également s'exprimer. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup, Romain Charles. Voilà, il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui dans Lignes Ouvertes. Sympa, on va parler de cuisine, vous allez voir. On va recevoir quelqu'un qui a un gros succès sur Internet avec un programme tout à fait étonnant. Et puis on sera tout à l'heure avec le past-président de l'Armada de Rouen qui va réagir un peu avec ses tripes et nous dire ce qu'il ressent de cette année 2020. Et puis tout de suite, c'est le docteur Burel. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Bonjour. Le docteur Burel, pour ceux qui seraient avec nous et qui nous découvriraient aujourd'hui, le docteur Burel, c'est le médecin consultant de Lignes Ouvertes et on le retrouve très régulièrement pour nous donner les dernières actus, puis aussi pour répondre à vos questions. Une ou deux infos un peu personnelles peut-être ou de réactions par rapport à l'actu, docteur? Oui, j'improvise là, mais les écoles semblent inquiéter beaucoup de personnes, mais d'après tous les pédiatres, il n'y a pas lieu d'être inquiet puisque les enfants, finalement, contrairement à ce qui a été dit par les experts au départ, sont très peu touchés et très peu atteints. Et contrairement à ce qu'on voit dans la grippe, ce n'est pas des porteurs sains. Autrement dit, les parents n'ont pas à être inquiets que les enfants ramènent le Covid de l'école. Et il semblerait que les enfants qui ont été touchés, dans tous les cas, c'était non pas dans les structures communes d'enfants qu'ils ont attrapé le Covid, mais généralement avec leurs parents, voilà, qui avaient le Covid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais vous m'interrogerez peut-être là-dessus, le syndrome de Kawasaki dont on parle un petit peu en ce moment, qui semble bien en rapport avec le Covid, mais les cas sont extrêmement rares.
et on voit ça aussi avec la grippe et avec d'autres viroses, donc c'est des inflammations, et a priori, ça peut être assez sévère parfois, mais tous les cas qui ont été hospitalisés en Île-de-France, il y en a une petite vingtaine, ont tous bien récupéré d'après ce qui a été dit par les pédiatres. Docteur Burel, tout à l'heure on avait Françoise, je lui avais proposé de garder un peu sa question le temps que vous apparaissiez à l'écran, mais c'est le cas maintenant. Elle nous demandait un petit état statistique, combien d'entrées dans les hôpitaux, vu par vous? Écoutez, j'ai pas les chiffres, je les ai pas regardés, je les regarde d'habitude la veille de l'émission, là j'ai pas regardé depuis jeudi. On peut les retrouver. Ce qui est sûr, c'est que c'est en diminution constante, à la fois les entrées dans les services généraux de Covid et il y a de moins en moins de monde dans les services hospitaliers, dans les services de réanimation. Je vous rappelle que les 5 départements normands sont classés vert et que jeudi, le Calvados était encore orange et qu'il est passé vert. Donc tout ça, ça signifie que, parce que ça veut dire 2 choses, la couleur du département, ça veut dire que le virus circule pas trop et que deuxièmement, les infrastructures hospitalières sont à peu près disponibles en cas de besoin. Thomas. Simplement, oui, non, j'allais rebondir sur ce qu'allait dire Anthony, qui invitait cet internaute à retrouver tous ces chiffres dans notre édition aujourd'hui à Paris-Normandie. Et selon les derniers bilans de l'ARS, on était à 575 personnes hospitalisées hier. Voilà. Docteur Guillaume, une baisse régulière depuis quelques jours déjà. Guillaume, docteur Burel, Guillaume vous demande si les kinés exerceront sans gants. Les gants, ça n'a aucun intérêt. Moi, il faut se laver les mains régulièrement, utiliser le gel hydroalcoolique. Les gants, même pour les gens dans la rue, c'est une mauvaise idée quelque part, parce que ce qu'il faut, c'est être très soucieux, essayer de toucher le moins possible les choses, de se nettoyer les mains très régulièrement et d'utiliser du gel hydroalcoolique. Mais les gants, ils se souillent, et puis si on les met sur le visage, c'est comme le reste. Donc la peau est un élément naturel assez solide, il suffit de le nettoyer régulièrement. Docteur, on va assez vite parce que comme d'habitude, on sait qu'il faut qu'on vous libère rapidement. 2 mots sur les animaux. Ce matin, dans les médias nationaux, radio notamment, on reparlait de cette relation aux animaux, et notamment aux chats un peu moins aux chiens. Oui, j'ai lu ça, j'ai même entendu que certains hamsters, voire des furets, parce qu'il y a des furets chez certaines personnes, pourraient avoir le Covid. Alors, a priori, ils ne sont pas malades du Covid, mais ils peuvent être porteurs. Mais généralement, c'est des animaux domestiques. Alors, pour ce qui est des chats, s'ils traînent en ville, est-ce qu'ils vont aller se faire caresser par les uns ou les autres, oui, c'est ça. Ça, c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais soyons prudents, évitons de sortir et peut-être avoir des litières et de garder les chats enfermés. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Burel. Docteur, on vous retrouve demain. Si vous voulez. C'est programmé, on vous a appelé avant pour vous le dire. Avec plaisir. Ok, ça marche. À demain, docteur Burel. Merci, au revoir. Je vous dis à demain. Je précise juste pour les internautes que nous publions dans Paris-Normandie tous les jours le bilan chiffré qui nous est communiqué. Vous pouvez le retrouver dans nos pages et également sur notre site internet. Voilà, fin de l'autopromo. Très bien. Un autre sujet dont vous pouvez parler dans le sujet du jour. Allez, à vous, Thomas. Allez, tiens, je te refile le bébé, Thomas. Allez, un petit on peut dire que la saison des fraises est sauvée, parce que l'autre jour, sur ce même plateau, on expliquait que la cueillette des fraises était mise en péril par la situation actuelle. Et non, elle est sauvée, puisque... Oui. Parce que les services de l'État ont finalement accordé l'autorisation à plusieurs producteurs. C'est génial. Dans le département de l'Eure. Mais parce que Thomas, vous êtes un grand professionnel. Vous permettez la transition avec Emmanuel Jarry. Alors, Emmanuel Jarry, Anthony, vous êtes fan d'Emmanuel Jarry parce que ça touche à nos assiettes. Et quand ça touche à nos assiettes, ça vous plaît. J'aime bien. Voilà, dès qu'on parle cuisine, j'aime bien. Et Emmanuel Jarry a eu la bonne idée de lancer il y a quelques temps sur les réseaux sociaux une émission qui s'appelle C'est meilleur quand c'est bon. Une émission dont je suis assez fan, je dois le dire. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais voilà, c'est pas de la flagornerie. Bonjour. Voilà, donc vous apprenez tout en direct. Voilà, je suis assez fan de votre émission. C'est une émission dans laquelle Emmanuel Jarry va visiter des restaurants. Alors pas des étoilés, voilà, des petits restaurants du quotidien. Et elle nous présente les produits qui sont préparés généralement avec amour et passion. Voilà, vous me dites si je me trompe, mais non, c'est exactement ça. Vous en êtes à combien d'émissions, Emmanuel Jarry ?
Je crois qu'on a fait 70 vidéos dans les restaurants. Attendez, Mathieu qui filme, d'ailleurs, il est juste à côté de moi. On a fait combien de vidéos, Mathieu? 70 vidéos, et il se trouve que là, on en a 90 parce qu'avec le confinement, on a changé notre formule. Mais les vidéos dans les restaurants, on a commencé il y a 3 ans, et voilà, 70 adresses. Donc en France et à l'étranger, hein, vous êtes un peu promené. Ouais, en fait, on a fait les deux, France, étranger. On est allé au Japon, on est allé à Singapour, à New York, mais on s'est recentré ces derniers mois sur la France, et puis ça tombe bien parce que je crois que l'étranger, pour l'instant, c'est un peu... Donc on avait l'intention cet été de faire une série d'été et de voyager dans tout l'Hexagone. Et quel est votre meilleur souvenir en France? Il y a une vidéo qui vous a... Oh là là, c'est dur. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a une vidéo qui nous a vraiment propulsé. C'était il y a un an, pratiquement jour pour jour, en avril. C'était chez Erwan, la fameuse vidéo virale qui a fait 26 millions de vues. Donc ça, c'était un grand moment. Moi, d'ailleurs, j'ai une petite émotion dans la vidéo. Je verse une larme parce que ça m'a rappelé mes grands-parents et tout ça, l'ambiance de ce restaurant. Et donc ça, c'est un grand souvenir parce que symboliquement. Mais après, il y a plein d'autres adresses. Récemment, on a tourné, je crois que c'est une des dernières, chez André Leletti, le bistrot du Maquis dans le 18e à Montmartre. Et c'est un endroit extraordinaire parce que c'est un ancien chef étoilé qui a ouvert son bistrot il y a un certain temps maintenant. Et j'aime beaucoup ces chefs qui se mettent à faire des petits bistrots parce que pour porter la cuisine au plus grand nombre, et donc il y a toute une philosophie derrière. Enfin, on nous redemande, oui, vos propos intéressent Emmanuel, puisqu'on nous redemande comment voir vos programmes. Tout simplement sur la page Facebook de C'est meilleur quand c'est bon. On peut retrouver ça, tous les replays, etc. Voilà. On peut effectivement retrouver la vidéo chez Erwan avec une cave à vin qui est absolument stupéfiante. Enfin, c'est de mémoire. Ouais, je crois qu'il a 30 000 bouteilles. Et on va choisir soi-même sa bouteille dans la cave. Enfin voilà, c'était ouais, c'est ça. Voilà. Alors oui, ce qui est très original, moi, Emmanuel, c'est Anthony, moi, qui m'a fait découvrir vos productions. Et effectivement, c'est ce qui est très intéressant et inhabituel et plaisant, c'est que en fait, on a l'impression de déjeuner avec vous. Hein. On est face à vous. Ah oui. C'est vrai qu'on me le dit souvent. Ouais. Moi, je me rends pas compte. Dans la façon de tourner, hein, pour que celles et ceux qui nous suivent comprennent, c'est tourner face à vous, en fait. Et on a l'impression d'être assis à tabler avec vous. En caméra subjective. En caméra subjective. Voilà, question, est-ce que vous voudriez faire un programme à deux? Parce que je sais que si c'est prévu à deux, j'ai un candidat là, ici. Hein. Anthony, il est d'accord pour tourner avec vous. Ça le tente. Sinon, on nous demande, ceux qui nous regardent nous demandent, c'est quoi votre feeling là, pour l'avenir des restos? Comment vous voyez la chose? Ce qui m'inquiète, c'est pas tant... Enfin, j'espère qu'ils vont réouvrir vite parce que là, c'est très difficile économiquement, mais c'est surtout quelles vont être les mesures. Je lis dans la presse des paravents pour séparer les tables et tout ça. Alors, or, moi, ce que j'aime dans la restauration, c'est cette sociabilité. La convivialité, oui. Ouais, de parler avec les tables à côté, de discuter, enfin voilà, tout ça. D'ailleurs, la première vidéo qu'on va poster, c'est une qu'on devait poster avant, où c'est dans un petit bouchon à Lyon, collé et serré. Hein. Donc, ça sera un peu l'ancien monde, quoi, hein, quand on va pouvoir poster cette vidéo. Je sais pas, je suis un peu pessimiste dans le ressenti... Donc, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place, en fait, et est-ce qu'on va... il y a des restaurants, s'il faut garder 1 mètre ou 2 de distance, qui ne pourront pas économiquement survivre, puisqu'ils pour remplir, faire leur chiffre d'affaires, voilà. Donc, je ne sais pas. Anthony, j'ai pas envie de dire des choses tristes, mais... Comment vous avez, puisque vous êtes confiné, comment vous avez adapté votre émission en ce moment? Parce que vous continuez quand même à poster les vidéos. Ouais, on poste des vidéos et ça marche super bien. En fait, je cuisine. C'était une idée que j'avais depuis un certain temps. On n'avait pas pris le temps de la faire parce que par ailleurs, moi, je suis journaliste. Mathieu, il est chef-op. Et donc, en plus de nos 2 vidéos, on travaillait. Et donc, je lui disais, il faudrait qu'on filme. On était à la maison, au restaurant. Et donc, voilà, comme on était confinés, on s'est mis à faire des vidéos et 2 recettes. Donc, c'est moi qui cuisine avec un fond vert et on incruste des images. C'est un peu kitsch, mais ça nous fait rire. Et en fait, ça marche super bien. Je crois qu'on a eu une vidéo qui a fait 6 millions de vues. Et puis, les autres, elles arrivent facilement à 1 million. Donc, les gens sont contents et ils nous demandent de continuer après le confinement. Donc, on va faire les deux. On va développer notre programme. Avec des produits faciles à trouver, hein, on le précise. Voilà, ce sont des produits qu'on peut trouver quasiment au quotidien. Ouais, moi c'est un peu mon credo comme pour les restaurants, c'est-à-dire que je vais pas chez les chefs et là je vais pas non plus trouver le citron noir d'Iran ou l'agrume introuvable qu'on trouve qu'au Japon et tout, parce que d'abord en confinement, mais même en temps normal. Je voyage beaucoup en France pour mes reportages et les gens, il y a Paris et puis il y a le reste du monde, de la France, et où on dit mais c'est bien gentil, à Paris vous avez tout, mais en fait moi j'essaye de
que ça concerne le plus grand nombre. J'aime pas ce côté un peu élitiste que peuvent avoir certaines recettes. Donc, Thomas, voilà, Thomas, vous voulez encore poser une question? Non, en fait, je voulais juste rappeler qu'il y avait cette interview du ministre Gérald Darmanin dans nos colonnes, et justement sur la question de l'hôtellerie, de la restauration. Il le dit lui-même, il est encore trop tôt pour dire de quelle manière précisément ils vont être soutenus, puisque, je cite, je ne peux pas vous dire de quelle façon vont se passer les choses, car nous sommes dans la guerre et pas encore dans la reconstruction. C'est les paroles de Gérald Darmanin. Allez, une dernière question comme toujours. Votre prochaine recette, ce sera quoi? Ah, ça va être un petit flan au parmesan avec des asperges vertes. Bon, eh bien, on ira voir ça. On va rappeler encore des asperges. Encore des asperges. Oui, je sais que t'aimes pas ça, Thomas, mais bon. Voilà. Les asperges en ce moment, il faut en profiter des asperges en ce moment. Merci beaucoup, Emmanuel. Je donnerai une autre version. On peut l'adapter. Ah bah merci super. À vous. Merci beaucoup, Emmanuel Jarry avec vous. C'est meilleur quand c'est bon. On nous demandait, bonne journée, merci. On nous demandait, merci messieurs, pendant cet échange, la question nous était dirigée vers nous. Quelle a été votre interview la plus marquante depuis le début de l'émission? Notre interview la plus marquante, toutes sont marquantes. Depuis qu'on fait cette émission. Bonne question, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il faut juste nous laisser 2 minutes de réflexion. Bah, écoutez, moi, on peut lancer un sujet. J'ai une réponse, moi, si on me posait la question à moi, je dirais l'interview que nous n'avons pas faite. C'est-à-dire que j'aurais adoré qu'on puisse faire, après chacun son truc, mais j'aurais adoré qu'on puisse faire une interview du chanteur Christophe. Et malheureusement, il ne nous en a pas laissé le temps. Merci Sylvain. Voilà, vous plombez l'ambiance. Merci. Non. On peut quelquefois avoir de grands regrets. C'est vrai que ce métier nous permet d'échanger, de rencontrer des personnes, quelquefois qu'on apprécie. C'est vrai que j'avais une tendresse particulière pour Christophe. Ceci étant dit, on passe maintenant à notre prochain sujet, puisque je vois que notre nouvel invité est en ligne avec nous. Il s'agit d'Elissa Boustani. Bonjour. Bonjour. Bonjour Elissa, vous êtes au Liban actuellement? Oui, c'est ça. Alors, on aime bien dans l'émission faire un peu le tour de France, mais aussi le tour du monde pour faire un point sur la situation sanitaire. Qu'en est-il au Liban aujourd'hui? Écoutez, on est toujours confinés. Alors, ça commence à se déconfiner doucement à partir de cette semaine. Mais bon, jusqu'à présent, on peut dire que le pays a plutôt bien géré la situation avec le corona. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on en est à peu près à 700 cas. 700 cas et combien de personnes décédées? Est-ce que vous savez? On a eu, je pense, 25 personnes décédées en tout. Et on a eu 200 cas qui ont recovered, donc qui ont guéri. Donc au niveau des chiffres, on va dire qu'on s'en sort plutôt pas mal. Bon, maintenant, le côté positif, c'était que dès qu'il y a eu le début si vous voulez, des cas de virus, le pays s'est tout de suite... Et ça nous a permis vraiment de contrôler la situation sanitaire, on va dire. Mais bien sûr, ça va avoir des répercussions énormes au niveau de la crise économique et sociale à laquelle on était déjà confrontés. Où vivez-vous exactement au Liban, Elissa? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Où vivez-vous exactement au Liban? Alors moi je suis à Beyrouth, dans la capitale. D'accord. Et on voit que vous êtes artiste et on nous pose la question, on aurait peut-être dû le dire avant, mais dans quel domaine êtes-vous artiste? Moi la connexion n'est pas bonne. On a un petit problème de connexion. Est-ce que vous nous entendez, Elissa? Voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec le Liban et on avait déjà établi des connexions avec New York, avec Shanghai, avec la Chine. Donc nous sommes passés également par la Californie. À chaque fois, la liaison était très bonne, mais là, c'est un peu moins bon. On est en train d'essayer de la contacter. Alors écoutez, pendant qu'on essaie de rappeler Elissa, je vous propose de partir à Étretat. C'était samedi après-midi, donc avant-hier. Il faisait un temps merveilleux. On est allé poser quelques questions à Madame le maire d'Étretat, prétexte aussi à vous proposer des images qui font un peu du bien. On ouvre la fenêtre sur la Manche et sur la côte de Nacre. La période de confinement passée, on sent que là, ça devient un petit peu difficile parce que les restaurants, les hôtels, enfin tous les professionnels du tourisme ne travaillent pas et ça va devenir compliqué parce que ceux qui ont un peu de trésorerie
peuvent survivre, mais plus pour très longtemps, et ceux qui n'en ont pas, c'est dramatique. Je sais que la situation est catastrophique. Là, il va falloir que ça reprenne. Et ce n'est pas le jour du déconfinement, le 11, que ça va pouvoir reprendre, puisqu'ils sont fermés jusqu'au 2 juin. La période du confinement, dès le démarrage, ça s'est fait, je dirais pas naturellement, parce que c'est une situation tellement exceptionnelle, mais on a eu tout de suite la gendarmerie très très présente, la brigade à cheval très présente. Donc nous, au plan de la mise en sécurité, on n'a pas eu grand-chose à faire. Ça s'est fait naturellement. Il a fallu expliquer bien sûr aux gens, et notamment aux personnes âgées, comment ça fonctionnait, qu'ils n'avaient plus le droit de venir sur la plage. Alors ça a été difficile à faire passer. Mais finalement, tout de suite, les gens ont bien respecté les règles. Très vite. Les premiers jours du déconfinement, bien sûr, il a fallu faire un petit peu de répression pour que du coup ce soit efficace et qu'on n'ait plus à le refaire. Et franchement, ça s'est bien passé. Il y a évidemment certains qui sont partis avec la planche de surf, qui ne comprenaient pas, et à juste titre quelque part. Mais voilà, tout de suite, ça a été expliqué et compris. Pour le 11 mai, le jour du déconfinement, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Nous, ici, on a préparé la réouverture des écoles avec évidemment la mise en place du protocole nécessaire. Bon, ça va se faire. Après, les petits commerces vont rouvrir. Seulement, moi, mon inquiétude, c'est que tous les petits commerces qui vendent des produits du terroir ou autres, la clientèle sera-t-elle là pour acheter? Ça, c'est moins sûr, étant donné que nous, le 11 mai, c'est le déconfinement, mais pas pour tout le monde. Les professionnels de la restauration, d'hôtellerie seront fermés. La plage sera encore fermée. Donc voilà, c'est très compliqué. On pourrait penser qu'il y ait plus de solidarité, qu'il y ait plus de... Mais je m'aperçois en ce moment qu'il y a un clivage qui s'est produit entre les Parisiens et les Étretattais. Je vois sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu agressif envers les Parisiens. Alors, je sais qu'il y a toujours eu ce clivage entre les Étretattais et les Parisiens. Mais voilà, les Parisiens, ils sont là. Il se dit que les Parisiens vont nous rapporter leur virus à Étretat et qu'ils n'ont rien à faire là et qu'en même temps, ils ont une résidence secondaire. Moi, on ne peut pas critiquer les Parisiens qui sont arrivés dès le 15 mars et qui sont dans leur maison et qui respectent le confinement. Après, les va-et-vient pendant la période de confinement, ça, c'est plus compliqué à tolérer. Et je sais qu'il y en a. L'an dernier, à la même époque, j'étais sollicitée pour parler des nuisances générées par le tourisme de masse. Et c'est vrai que pour les habitants, il y a certains week-ends où il ne fait pas bon sortir. Et là, c'est vraiment l'extrême inverse. On a envie que les touristes reviennent, mais qu'ils reviennent progressivement. De toute façon, c'est bien la nuance du déconfinement. Il faut que ce soit progressif et on espère que finalement, ça va nous être profitable. Comme vous le voyez sur ces images, bien sûr, la plage, comme toutes les plages en France, est interdite d'accès. Je précise d'ailleurs, pour celles ou ceux qui se poseraient la question, les falaises également sont interdites d'accès. Et en un claquement de doigts, vous voyez, c'est magique, hein, comme toujours, on passe d'Étretat au Liban, à Beyrouth. Ouais. Et on retrouve Elissa, notre invitée, Elissa. La connexion n'était pas bonne tout à l'heure. Elissa, est-ce que vous nous entendez ? Oui, excusez-moi, j'ai été déconnectée. Voilà. Et donc on parlait de la crise sanitaire, mais il y a aussi une autre crise au Liban en ce moment, une crise économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça se passe ? Quelle est la situation là-bas ? Écoutez, ça se passe pas très bien. On va dire les choses comme elles sont. On a une dévaluation très importante de la monnaie locale. Donc c'est vrai qu'avec le lockdown qui a aggravé la situation, le taux de chômage est en hausse très forte.
On estime actuellement qu'il y a plus de 40% de la population qui est maintenant en dessous du seuil de pauvreté. Et donc au niveau économique, la réforme que le gouvernement actuel propose, c'est donc de faire appel au FMI. Le Fonds monétaire international, oui. Voilà, donc maintenant c'est l'espoir, on va dire, auquel le gouvernement actuel se rattache, mais le peuple est un petit peu pessimiste parce que on va dire que quelques partis politiques au sein de notre gouvernement ne sont pas favoris des plans extérieurs. Avec le confinement, la situation dans la rue, du coup, il n'y a pas de manifestation ou s'il y a quand même des choses qui s'organisent? Alors, les manifestations ont repris depuis, on va dire, peut-être une semaine. Les gens font beaucoup de rassemblements en voiture, les gens font attention. Bien sûr, on n'a plus des rassemblements comme au début de la Révolution en octobre, mais il y a quelques rassemblements qui commencent à se recréer, surtout du côté de Tripoli, qui est la deuxième ville du pays. Et qui est dans une situation de crise vraiment, vraiment alarmante parce que c'est une ville qui regroupe une majorité de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc là, les gens sont vraiment en train de se révolter de nouveau. Il y a des gros cris de colère. On fait face à l'armée donc, qui est en train de défendre, parce que les gens se sont mis à casser des banques, à brûler des banques. Donc l'armée est en train de faire face au peuple. On ne sait pas trop, en fait. On a peur que ça s'aggrave. Et on ne sait pas trop où on va. Disons on est dans la même situation mondiale, si vous voulez, au niveau du lockdown et au niveau des effets du corona, mais le problème, c'est que nous, on a la grosse crise, justement, derrière, et c'est vrai qu'on est un peu inquiet pour les années à venir. Thomas, on se souvient que le Liban avait accueilli un nombre très important, en tout cas au regard de sa superficie, de sa taille, un nombre très important de réfugiés de Syrie. Est-ce que cette situation-là, est-ce qu'elle a pu aussi rendre aujourd'hui cette situation actuelle encore plus difficile ? Oui, certainement, parce que c'est un petit pays dont les infrastructures ne permettent pas d'avoir une population qui grandit aussi vite. Donc, il y a énormément si vous voulez, de domaines qui ont été affectés, pas seulement le domaine social, le domaine du travail. Ces personnes n'ont pas forcément été intégrées à la société de manière pratique pour que le pays puisse fonctionner. Donc, non, bien sûr que ça a aggravé la situation. Mais je pense que le problème majeur du Liban, ça reste un gouvernement complètement incompétent. Le niveau de corruption est terrible. C'est un gouvernement qui a amené ce pays à la faillite. Et bon, maintenant, le problème, c'est que de réparer ça va prendre je ne sais pas, on va dire des années pour être positif, peut-être des décennies, j'en sais rien. Mais il faut absolument se débarrasser de ce gouvernement de corrompus. Il n'y a pas d'autre solution. Elissa, nos spectateurs nous demandent, ça se passe comment les frontières chez vous? C'est fermé? C'est ouvert? Alors l'aéroport est fermé, donc bien sûr il n'y a pas de vol. Maintenant au niveau des frontières, je vous avoue que je n'ai pas vérifié où on en est par rapport aux frontières. Je pense qu'il n'y a pas énormément de trafic. Mais il faudrait que je vérifie ça. Parce que comment on va dire, le trafic routier, si vous voulez, est limité au pair-impair. Donc, on a le droit de circuler 2-3 jours par semaine selon sa voiture. Ils viennent de réouvrir les routes à tout le monde le dimanche. Tout le monde peut circuler. Avant, on ne pouvait pas circuler. Ah, je viens de recevoir une information. Les frontières sont fermées. Voilà, c'est de l'information directe. Merci beaucoup, Elissa, de votre témoignage depuis le Liban. Merci à vous. Voilà, on était très heureux d'être en direct depuis le Liban, depuis Beyrouth, grâce à vous. Aussi. Merci beaucoup, bonne journée. Merci pour votre émission, à bientôt. À bientôt, au revoir. Alors on va continuer, si vous nous suivez les jours prochains, on va continuer nos liaisons en direct. Et dans les prochains pays, nous passerons par le Japon, nous irons en Lituanie, nous irons à Londres, nous irons aussi au Portugal. Voilà, c'est à suivre dans les prochains jours sur Lignes Ouvertes. Pour l'instant, restez avec nous, on termine avec le Pacha, l'amiral, vous l'appelez comme vous voulez. C'est Patrick Air qui nous a régalé avec ses armadas, ces grands rassemblements de voiliers. Prétexte à passer 1 minute 30 d'images juste avant de retrouver Patrick Air.
Voilà, c'était un soir de l'Armada. Il y a eu une météo assez variable pendant l'Armada 2019, mais ça, c'était un soir, vous avez vu, où il y avait un temps tout à fait agréable. Pardon, c'était le soir où il faisait beau. Vous êtes méchant, c'était le soir où il faisait beau. Voilà, donc il nous a paru intéressant d'avoir un petit échange avec Patrick Air, qui nous avait produit avec toute son équipe de bénévoles cet excellent et ce magnifique spectacle. Mais juste avant, eh bien, nous allons dire au revoir à tous les auditeurs de Radio Sensation, puisqu'ils nous font le plaisir de nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, à part les jours fériés. On les remercie sur Radio Sensation. Voilà, et je n'oublie pas non plus, bien sûr, tous les web spectateurs qui nous suivent sur les supports numériques de Paris-Normandie. Voilà. Merci aux auditeurs de Radio Sensation et on leur dit à demain, même plateau, même heure. Ciao. Et ça continue sur Facebook Paris-Normandie avec Patrick Air. Bonjour, monsieur l'amiral. Ah, on ne l'entend pas. Alors, Patrick Air, est-ce qu'il a cliqué sur l'icône qui ouvre le micro? Oui, oui. Ah, ça y est. On vous entend. Très bien. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick Air. Oui, je vous entends. Nous aussi. Alors, évidemment, vous savez pourquoi on a voulu vous avoir. D'abord parce que c'est prétexte à se remettre des souvenirs agréables dans la tête avec des belles images. Mais évidemment, on se dit que finalement, vous devez être terriblement heureux que cette Armada ait été organisée en 2019. Oui, bien sûr. On a évité, je dirais, 2 catastrophes. Il y a Lubrizol, bien sûr, qu'on a évité. Et puis aussi le virus. Donc, on est très heureux d'avoir fait cette manifestation en 2019 qui attirait des millions de personnes. Patrick Air, quand on organise alors, attendez, parce qu'il y a un son parasite. Je ne sais pas ce qu'on entend. Oui, vous nous entendez? Oui, il y avait de la musique. Quand on organise un événement comme celui-ci, est-ce qu'il y a des assurances particulières pour justement envisager des cas, je veux dire, quasiment inenvisageables? Non, il n'y a pas d'assurance. C'est la journée des mauvaises connexions. Non, ça, ce sont les vagues. Ce sont les vagues à l'étrave des grands voiliers. On a un petit problème de son. Donc, on va rétablir la connexion en régie. Quel souvenir vous gardez, Anthony ou Thomas, de l'Armada? Souvenir marquant? Hormis la pluie. Hormis la pluie, disait Hormis Thomas, la pluie, pour ceux qui n'ont pas entendu. En tout cas, moi, ce dont je me souviens surtout, c'est qu'ici, on était très bien placés au 107. Et il y avait ce plaisir tous les matins d'aller prendre son café sur le balcon devant les grands voiliers. Et voilà le président qui revient. Oui, je reviens. Voilà. Je vous écoute. Alors, donc, la question, donc oui, je disais, est-ce qu'il y a des assurances pour ces événements? Il n'y a pas d'assurance. Et malheureusement, nous avions prévu toutes les assurances, mais on ne peut pas assurer pour les pandémies. Ça n'existe pas encore pour l'instant. Alors, je sais que mes amis qui organisent Brest, Calais, Dunkerque, Sète, Bordeaux sont catastrophés pour cette année parce qu'effectivement, il n'y a pas d'assurance. Ou Fécamp même, il y avait un rendez-vous qui était prévu à Fécamp là, début juillet. La grande escale. Ouais. Qui est annulée aussi. Et je peux dire qu'actuellement, nous, 1 an après, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, si je puis dire, le 4 mai arrivé d'Hermione à Cherbourg. Donc tous nos voiliers étaient partis, que ce soit des voiliers qui venaient de Roumanie, du Portugal, de Russie, du Brésil, de tous les pays du monde entier, étaient déjà partis. Ils arrivaient sur Rouen pour le 6 juin. Dites-moi, Patrick Air, on remarque quand on vous suit là sur l'image, on voit que derrière il y a la petite mascotte Fernand et vous lui avez mis son masque, hein, vous êtes précautionneux. Oui, j'ai fait Fernand et j'ai moi-même mon produit pour laver les mains, etc. Donc je mets en valeur tous les... Oui, il y a un problème, je pense qu'il y a un problème au micro de Patrick Air, au micro de son ordinateur. Est-ce que vous nous entendez à nouveau? Non? Non, il y a un problème de son sur le micro de son ordinateur. Et donc oui, vous disiez Thomas, les Fécampois sont très déçus parce qu'il y avait ce magnifique rendez-vous qui se profilait en juillet, qu'ils avaient baptisé la Grande Escale. Et on espère pouvoir retrouver en 2021 surtout. On espère qu'il y aura la même énergie, la même motivation, et que tout sera possible pour que les bateaux seront. Il le faut parce que c'est un vrai manque à gagner aussi pour le tourisme. Voilà, ça attire beaucoup de monde d'autres régions, donc ça remet aussi en question. Voilà. Ce sont des crabes. Oui, Guillaume nous dit ce sont des crabes sur la ligne. Priorité au direct. Patrick, comment ça se passe avec le nouveau président de l'Armada? Non. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau président. Je suis toujours président puisque l'Assemblée générale aura lieu au mois de juin. Si on peut se réunir à plus de 10 personnes. Ou en visio, sinon. On l'a fait exactement. On la fera en visioconférence si on ne peut pas la faire autrement. Mais normalement, elle est prévue pour fin juin.
plus que jamais, la région va avoir besoin de grands événements comme ça pour relancer l'activité, pour relancer le tourisme. Vous vous sentirez investi d'une mission particulière? 6 ans, on essaiera de faire dans 4 ans la prochaine Armada. Dans 4 ans. Est-ce que justement pour redynamiser un peu le tourisme, vous pourriez envisager une étape intermédiaire, une mini-armada? Non, enfin oui, peut-être qu'on fera venir comme on le faisait avant les armadas. On fait toujours venir 1 ou 2 voiliers qui viennent de temps en temps, puisque maintenant Rouen est un port d'escale pour les grands voiliers. Souvenez-vous, on a eu le Mir qui est venu faire une escale, le Belém, l'Esmeralda, donc on aura sûrement des escales, mais la grande manifestation normalement est prévue pour juin 2023. Patrick, vous pratiquez la navigation? Oui, hélas, en ce moment je peux pas, mais j'espère bientôt pouvoir naviguer sur mon petit bateau. Allez, parlez-nous pour finir de votre petit bateau. C'est quoi et il est où? Rappelez-le-nous. Oh non, je suis à Port Deauville actuellement, dont je suis le président fondateur du club des Marinas Port Deauville. Et j'ai un petit bateau où là-bas je fais de la pêche, notamment maquereau, bar, etc. Donc j'ai hâte de repartir sur mon petit bateau. Mais on a encore beaucoup de travail puisqu'on déménage de nos locaux. Et actuellement je m'occupe du déménagement puisqu'on va aller dans le port de Plaisance où on a trouvé des nouveaux locaux pour préparer la prochaine manifestation. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Oui. Un mot, Sylvain. Oui. J'ai vu tout à l'heure, vous parliez beaucoup d'huile, de repas, etc. Je pense qu'il n'y avait pas le confinement qu'on aurait déjeuné avec toi, car c'est la Saint-Sylvain aujourd'hui. Ah, bah écoutez, c'est vrai. Bonne fête, Sylvain. Vous avez caché ça. C'est On va vrai. rappeler Helmut Fritz. Voilà, mon papa m'a appelé hier soir pour me souhaiter ma fête et ça m'a fait plaisir. Ça se fait la veille. Merci beaucoup, Patrick Air. Je crois que c'est le moment. Ouais. Merci, Ouais, Patrick. de vous laisser. On va vous laisser dans le flux, le reflux, le ressac. C'est la Saint-Sylvain, et comme le disent les fans de Star Wars, c'est aussi le 4 mai, donc May the Force be with you. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à Anthony Quindroy, merci à Thomas Dubois d'être les journalistes les plus fidèles de ce plateau. C'est quasiment les seuls d'ailleurs. Fallait pas le préciser ça. Non, mais on a évidemment une pensée roulement. pour notre rédacteur en chef Thierry Rabillet qui fréquente le plateau de temps à autre quand son job lui permet, et puis de Baptiste Leroux également, que vous retrouverez certainement dans les jours qui viennent. Voilà, un grand merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez chaque jour et qui finalement donnez la meilleure raison qu'on continue à faire ce programme, à vous apporter tous ces invités et à expliciter effectivement toute cette vie du territoire, que ce soit du Covid ou pas du Covid. Enfin voilà, il n'y a pas que des sujets médicaux et on essaie de varier les plaisirs. Bonne fête à tous les Sylvains surtout. Merci beaucoup. Merci, et puis donc bonne journée à tous les internautes et restez chez vous. Voilà. Encore quelques jours. À demain. Merci.